des incantations. Pour poursuivre le débat, nous allons accueillir maintenant Philippe Pascot, ancien adjoint au maire d'Évry, ex-conseiller régional, aujourd'hui pourfendeur de toutes les dérives de la politique. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Pascot. Merci beaucoup d'être là. Les Inrocks ont dit que vous étiez le chasseur d'élus crapuleux. Votre premier livre, Pilleurs d'État, a été un best-seller. 110 000 exemplaires. 110 000 exemplaires. Et le deuxième vient de sortir. Regardez. Le suivant, on va dire. Le suivant. Vous avez raison. Allez presque tous vous faire 5 points de suspension. Pour donner le ton du livre, votre éditeur a mis comme ça en relief quelques phrases. La première, vous allez voir, on dirait du Coluche ou du Jean-Yann, c'est un compliment dans ma bouche. Plus tu es truand en politique, plus c'est facile d'être réélu. C'est de moi, oui. Dans un article. Là Je l'ai prouvé. Je veux dire qu'aujourd'hui, en France, malheureusement, excusez-moi, M. Fenech, plus tu es un truand, plus c'est facile d'être réélu. Les politiques se comportent en propriétaires alors qu'ils ne sont que nos locataires. C'est vrai. C'est vrai. Tous les élus qui, soi-disant, sont là pour quelque temps, sont là 40 ans, 50 ans, 26 ans, 30 ans. Si ça, c'est pas être propriétaire, ils transmettent à leurs fils, à leurs filles, etc., etc. Si ça, c'est pas être propriétaire, ils ont des fiefs, ils sont dans les affaires. Une grosse minorité des élus est pourrie. Oui, et je le précise. Mais je suis d'accord avec mon collègue. Tous les élus ne sont pas pourris, je le dis à chaque fois. Et par contre, à chaque fois, des gens nous disent et nous renvoient dans la figure, mais vous êtes en train de dire que tous les élus sont pourris. Non, on ne dit jamais ça. Tous les élus ne sont pas pourris. Je dis simplement qu'il y a une grosse minorité en haut de la pyramide, et ce n'est pas un geste maçonnique, en haut de la pyramide qui sont pourris. Je reviens aussi sur ce que disait tout à l'heure M. Fenech, qui disait qu'il n'y a pas beaucoup d'élus qui, en fin de compte, c'est une proportion infinitésimale. Sur les 500 000 élus français. 614 784, excusez-moi M. Fenech, à quelques milliers près. À quelques milliers près, parce que même le ministère de l'Intérieur ne sait pas combien il y en a de conseillers communautaires. Donc on paye des gens, on ne sait pas combien il y en a. Mais quand vous remontez dans la fonction, il y en a beaucoup plus. Et nous, ce qu'on veut, le peuple, c'est que l'ensemble des élus, et surtout les dominants, soient corrects. Moi, quand je prends les directeurs, les présidentes de conseils régionaux, eh ben, je peux vous assurer qu'il y en avait un paquet qui était mis en examen, et il y en avait que 22 à l'époque. Quand je prends les maires adjoints au logement, j'en trouve beaucoup. Quand je prends les gens, les députés, moi, j'ai prouvé par A plus B qu'il y a 30%, excusez-moi, M. Fenech, 30% des députés et des sénateurs. 577 députés, 348 sénateurs qui ont eu affaire soit au fisc, soit à la justice. Comment vous arrivez à ce... J'ai vu ce chiffre en effet dans votre livre. Comment vous arrivez à ce chiffre qui est exorbitant? Mais monsieur Fenech, je fais très attention, et sur 1400 noms que j'ai mis dans mes 4 livres, jusqu'à présent, je suis pas... On commet un délit de diffamation, moi j'en ai eu 30. J'ai eu 30 procès, moi, tout seul. Monsieur Fenech, est-ce que j'ai parlé de... Qu'est-ce que ça veut dire avoir affaire à la justice? Est-ce que j'ai parlé de diffamation? Ne renvoyez pas des choses qui n'existent pas. J'ai parlé de 30% qui a eu affaire au fisc ou à la justice. J'ai pas parlé de diffamation. C'est un peu jeter des chiffres comme ça. Mais je jette pas des chiffres comme ça, monsieur Fenech. Il a été prouvé par A plus B qu'il y a 200 parlementaires qui se sont achetés une maison personnelle avec les RFM. C'est pas moi qui le dis, c'est des chiffres. Mais non, la permanence, pas la maison personnelle. Mais la permanence à leur nom, moi j'appelle ça une pas la maison. Vous voyez, déjà, vous faites des amalgames. C'est la permanence qui lui permet d'effectuer son... Et elle est à quel nom? Aujourd'hui, autrefois c'était possible, on a fait de meilleures pratiques, aujourd'hui ça n'est plus possible. On est d'accord, elle était au nom du député, donc c'est bien leur maison personnelle. Pascot, pour que les gens comprennent bien, parce que tout le monde ne vous connaît pas forcément, même si ça a été un best-seller votre bouquin, vous étiez à l'intérieur du système pendant longtemps. C'est pour ça que j'ai pu écrire tout ce que j'ai écrit, parce que justement j'étais à l'intérieur, donc je connais bien le système. Je connais bien Manuel Valls. Manu, si tu m'écoutes, il supporte pas. Vous dites qu'il faudrait, par exemple, dans les mesures que vous proposez, qui vont bien au-delà de ce que propose la loi Bayot, vous dites par exemple qu'il faudrait un âge maximum pour les parlementaires. J'arrive pas à comprendre, parce que nous, on n'a pas le droit de travailler en tant que salarié, on n'a pas le droit de travailler à partir d'un certain âge. Au-dessus de 67 ans, on ne peut plus travailler. On est d'accord? On est mis à la retraite. Pourquoi on ne met pas les élus à la retraite à 67 ans? C'est un truc vachement simple. Pourquoi on n'applique pas ce qu'on demande? J'en ai 64. Alors vous allez bientôt arrêter d'écrire et tout. Mais j'ai parlé d'hommes politiques. Pourquoi vous les limitez comme ça? Mais parce que vous le demandez aux salariés. Moi, je demande juste une chose. Ce que vous appliquez aux autres, appliquez-le vous à vous. C'est juste ce que demande Général de Gaulle, quand il est arrivé au pouvoir, il avait quel âge? 67 ans. Et alors? Et ma grand-mère a fait des enfants à 65 ans. Mais on est d'accord avec ce genre de truc, je connais bien ce genre de langage. Patrick Savidan, à l'instant. Il y a juste une question là qui se pose, c'est-à-dire est-ce que être élu, est-ce que c'est un métier, est-ce que c'est être salarié? Non. Je crois qu'il y a une distinction importante à faire. Et si les personnes, pour moi, la limite d'âge, c'est pas un problème, ni dans un sens ni dans l'autre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une personne est citoyenne, c'est difficile de lui dire vous avez le droit de voter, mais vous n'avez plus le droit de vous présenter à une élection. Ça deviendrait discriminatoire. Il y a une chose qui a été dite tout à l'heure par Georges Fenech qui était intéressante sur le fait que les choses changent. On a le sentiment quand même 212 députés sortants ne se représentent pas
là, aux élections législatives. Donc 200 qui sont sûrs de ne pas être élus. Donc c'est un peu facile. Là aussi, c'est des chiffres. Donc c'est pas les mentalités. Faites attention aux chiffres, Monsieur Fenech. N'employez pas n'importe quel. Ce ne sont pas les mentalités qui changent. Mais non, c'est pas les mentalités qui changent. Si les mentalités changeaient vraiment, on nous proposerait pas aujourd'hui des pseudo-mesures de moralisation. Je rejoins Anticor. On n'a pas parlé du verrou de Bercy. Pourtant, c'est une chose importante, le verrou de Bercy. Le verrou de Bercy, oui, point de vue fiscal. Du point de vue de la fraude fiscale, 60 à 70 millions de fraudes par an. On en arrive même à 85 millions. Milliards. Excusez-moi, milliards. Le montant du déficit annuel. Vous vous rendez compte ? Et ça, on n'a pas touché dans la moralisation au verrou de Bercy. Le verrou de Bercy, c'est ce qui permet à un ministre de dire « je poursuis pénalement un fraudeur ». Ça, on n'y touche pas. Le ministre du Budget. Parce qu'il a une procédure de transaction qui lui permet de régler l'affaire, de récupérer l'argent dans les caisses. Donc ça veut dire que quand si vous avez de la l'argent, transaction n'aboutit pas, il peut déposer plainte devant le procureur. Donc ça veut dire, Monsieur Fenech, et j'ai présenter les choses d'une manière un peu... Quand on a de l'argent, on n'est pas poursuivi. Voilà, quand on a de l'argent, on n'est pas poursuivi. Mais c'est pas ça. C'est ça, si je peux... Moi, je préfère faire rentrer l'argent dans les caisses de l'État, ce que font les Américains, les Anglais. Moi, je préfère les deux, qu'on récupère l'argent et qu'on poursuive pénalement les gens. On ne laisse pas de la grande fraude fiscale, évidemment. C'est de celle-là qu'on parle, parce que c'est celle-là qui n'est pas poursuivie. C'est celle-là qui n'est pas poursuivie. Dans la loi Sapin 2, cher Monsieur Fenech, est-ce que vous êtes au courant de la petite modification qu'il y a eu sur l'amende forfaitaire ? Avant, quand il y avait une fraude fiscale aggravée, vous aviez donc une amende forfaitaire de 5% de ce que vous aviez détourné. Donc quand vous détourniez 10 millions d'euros, vous aviez un redressement et puis une amende forfaitaire de 5%, donc 500 000 euros. On est d'accord ? Eh bien la loi Sapin 2, qui est vachement bien, elle a fait passer l'amende forfaitaire à 750 euros. Moi je conseille à tous les gens qui ont détourné 10 millions d'euros d'écrire pour payer en 2 fois. Parce qu'il y a une chose qui est quand même contradictoire. Les Français veulent plus de transparence, plus de propreté. Et en même temps, ils réalisent régulièrement des élus qui ont été condamnés. Ça arrive. Parce qu'on n'a pas le choix aussi. Malheureusement, aujourd'hui, comme le vote blanc n'est pas reconnu, on a souvent le choix entre le pire et le moins pire ou le pire du pire. On a le choix quand même. Non, pas forcément, je peux vous assurer. Fabrice Arfi. Alors, c'est un des nœuds du problème. Ouais. Et nous sommes requis, nous, journalistes, entre autres, en tout cas je peux parler de la profession, c'est que nous faisons trop mal, et je m'inclus dedans, la pédagogie des affaires. Si on limite le bruit des affaires, et il faut le bruit, il faut le scandale, je suis pour. Ce sont des électrochocs qui permettent de sensibiliser les opinions aux questions dont nous parlons. Moi aussi. Mais si on s'arrête à une espèce de fait divers financier spectaculaire, une sorte de tir au pigeon, on a perdu. Derrière, il y a une leçon de choses des affaires. Nous payons la facture. La facture, elle est démocratique, c'est le mot de confiance de M. Bayrou. Le sentiment qu'il y a une justice à 2 vitesses, certains qui ont plus de privilèges, qui s'en sortiront toujours, etc. Et puis il y a une facture, c'est la facture financière. Nous sommes tous là, tous les victimes anonymes, la grande masse des victimes de la corruption. Tous, nous le payons financièrement, cela. On parlait des Balkany. C'est pas la question qui était posée. Si, on parlait des Balkany. Pourquoi on réélit des députés ? Allez-y. Les Balkany, par exemple. Est-ce qu'on sait que la ville de Levallois-Perret, le fief des Balkany, c'est la ville la plus endettée de France ? 600 millions. La ville la plus endettée de France à cause du système Balkany. C'est-à-dire que le jour où le système Balkany s'effondre et que les créanciers se retournent vers la municipalité, les impôts locaux vont exploser. Les enfants de ceux qui ont élu les Balkany en se bouchant les yeux, les bouches et les oreilles comme les 3 singes, ils en paieront la facture. Bon, et alors... Donc c'est quoi ? C'est un problème de clientélisme ? C'est un problème bien sûr, c'est un problème de clientélisme, mais c'est un problème de pédagogie. Nous sommes tous les victimes de ce qui se passe. Bon, il est prévu dans le projet de loi, et c'est bien, vous en conviendrez, une peine de 10 ans d'inéligibilité en cas de condamnation. Jusqu'à 10 ans, déjà. Enfin, jusqu'à 10 ans. Non, mais justement, les mots sont importants, M. Fenech. Dans la gravité des infractions. Jusqu'à 10 ans, selon votre avocat. Voilà. Vous voulez les interdire à vie, peut-être ? Non, constitutionnellement, vous savez. Expliquez, parce qu'on n'a pas compris du coup de quoi vous parlez. C'est-à-dire que le juge pourra prononcer jusqu'à 10 ans d'inéligibilité quand il y a un certain nombre d'infractions qui ont été commises. Et donc, l'élu en question ne pourra plus se représenter devant ses électeurs. Je trouve que c'est une mesure qui est saine. C'est vachement simple, elle existe déjà. Je vous renvoie à ce que vous disiez tout à l'heure. Mais pas jusqu'à 10 ans. Mais c'est pas jusqu'à 10 ans, mais les lois d'éligibilité existent déjà. La plupart des juges ne l'appliquent pas. L'article 42 du Code. Merci, M. Fenech. La différence, là, c'est que c'était une peine accessoire et que la peine devient de droit. De plein droit. J'ai l'impression quand même que cette loi de moralisation, elle est loin d'être parfaite. Vous entendre tous quand même autour de la table. Qu'est-ce qu'on fait du casier judiciaire vierge ? L'association Anticor avait proposé Qu'est-ce qu'on fait du casier judiciaire vierge ? Le casier judiciaire vierge, le 1er février 2017. Grâce à l'intervention de citoyens et non d'élus, comme moi, qui a fait une pétition avec quelques personnes, on a réussi à faire passer une loi que j'ai en partie rédigée, où tous les élus, présidents,
députés, sénateurs ne pourraient plus se représenter s'ils avaient une condamnation à leur B2. Qu'est-ce que devient Bravo. Mais qu'est-ce qu'elle devient cette loi? On n'en parle plus. Monsieur Macron n'en parle plus. Je ne sais pas ce qu'elle devient. Justement, ça parce que moi, je l'ai votée, cette loi. Merci. Vous étiez là, vous faisiez partie des 20 députés qui étaient là. Ça a été voté à l'unanimité de tous les partis politiques. Elle a été votée en première lecture. On n'en parle plus. Voilà. Mais il faut qu'elle soit adoptée définitivement et qu'elle passe. Oui, mais j'ai peur. C'est étrange que M. Bayrou pose sur la table cette question d'inéligibilité alors qu'il avait une proposition de casier judiciaire. J'ai noté qu'effectivement, il a fait l'impasse sur ce qu'on avait voté, sur le casier judiciaire, le B2, qui doit être bien. J'ai pas compris. Donc, il y aura un débat à l'Assemblée, de toute façon. Il va y avoir des présentation le 14 juin, ensuite le débat, bien sûr. Attendez, qu'est-ce qui manque dans cette loi aujourd'hui, de ce qu'on en sait? Georges Fenech, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque dans cette loi? Je vous dis, pour moi... Il y a trop de choses, selon vous? Il y a des choses qu'on peut... Par exemple, le Conseil constitutionnel. On nous dit qu'il ne faut plus qu'il y ait d'anciens présidents de la République qui soient membres du Conseil constitutionnel. Moi, je dis, ajoutons aussi les anciens premiers ministres. Pourquoi uniquement les présidents? Actuellement, qui est président du Conseil constitutionnel? M. Fabius, ancien Premier ministre. On y trouve qui? M. Jospin, ancien Premier ministre. Donc ça pose aussi un problème. Non, mais on peut aller jusqu'au bout. Pourquoi on ne dépolitiserait pas complètement le Conseil constitutionnel? C'est proposé, je crois. Par qui c'est proposé? Dans la loi en question. Non, j'ai pas vu. L'interdiction des emplois familiaux. Bah, maintenant, c'est fini, il n'y en aura plus. Alors, c'est un peu regrettable que pour des... C'est regrettable que pour quelques dérapages... Que les maîtresses. Bah, écoutez, il faudra bien faire avec. Hein. Mais on est bien d'accord, ça va être vachement pratique. Vous ne pouvez pas nous empêcher d'avoir des maîtresses, quand même. Mais je comprends bien, mais là aussi, pour quand même avoir un emploi fictif, il faudra qu'on relégifère. Là où vous faites de la morale, c'est de l'ayatollah. Là, hein. Je ne me permettrai pas, cher monsieur, mais je constate complètement que, encore une fois, c'est de l'enfumage. Parce que uniquement interdire les emplois à la femme et l'enfant, je veux dire, ça sert à rien. C'était le profil qu'il fallait taper, c'était les compétences. Non, mais les emplois qui étaient faits régulièrement, des emplois réels, il n'y avait pas de raison. Bon, on veut les interdire. Interdisons-les. C'est bien ce que je suis en train de dire. C'est de l'enfumage. Au Parlement européen, il est interdit aussi d'employer un partenaire en relation stable, un partenaire stable. Mais on peut aussi dire un député. C'est le concubinage, ça. Un député peut demander à un de ses copains députés prends emploi à ma femme et moi j'emploie la tienne. Toutes les lois sont détournables. Et puis vous allez voir les noms de jeunes filles aussi. Vous allez voir parce que j'en ai déjà repéré moi. Vous allez voir des noms de jeunes filles et là ça sera le nom de jeune fille. M. Bayrou a prévu les emplois croisés. Il a demandé une déclaration. Non, je ne sais pas qu'ils sont terribles. Alors sur ce sujet, c'est quand même une classe bien à part. Mais heureusement qu'on est là pour leur rappeler à l'ordre. C'est des citoyens hors normes, quoi. Que je rappelle quand même. Je rappelle quand même. Vous vous rendez compte, on est en train de nous jeter aux orties. Non. Au moment où nous parlons, les gens nous écoutent. Ils vont voter demain et vous allez alimenter les extrêmes. Mais ça, on me le fait à chaque fois, cher monsieur. Dites-vous bien que c'est l'inverse. Plus on est transparent, moins il y aura d'abus. Plus les gens sauront, moins vous pourrez abuser. Transparence, voyeurisme, attention à la différence. Non, ne nous sortez pas ces discours-là. Je ne fais aucun voyeurisme. Je veux dire, s'il n'y avait pas des élus qui mettaient les doigts dans la confiture, on n'aurait pas besoin d'en parler. S'il vous plaît. Il me semble qu'en fait, quand un problème est mal posé au départ, on est tenté de mettre en place des dispositifs législatifs toujours plus sophistiqués pour essayer de traquer dans les recoins les manières un peu subtiles que les gens vont mettre en place pour contourner la loi. C'est humain, ça existe depuis très très longtemps et à mon avis on ne va pas y arriver. Moi la question qui m'est venue tout de suite à l'esprit quand j'ai entendu parler de ces emplois fictifs, c'est tout simplement le sentiment que cet argent-là, manifestement, si l'emploi est fictif, le député n'en a pas besoin. Et donc, comment se fait-il... Il fait pour sa femme. Oui, non, mais parlons concrètement. C'est-à-dire qu'il n'en a pas besoin pour faire son travail de député. Et donc, la question, c'est vraiment d'essayer de se dire à quoi sert le député, quels sont exactement ses besoins, et essayons d'aller au plus près de l'enveloppe qui correspond à ces besoins-là. Tout simplement. À mon avis, ça serait plutôt prendre le problème par l'inverse, parce que de l'autre côté, je pense qu'on va toujours chercher des solutions plus subtiles qui marcheront pas. Fabrice Arfi. On ne va pas bouder notre plaisir. Il y a des avancées réelles dans ce projet de loi. Il y a un point qui est un angle mort, c'est quand même celui des moyens. Parce qu'on peut muscler tout l'arsenal. Il faut des moyens pour lutter contre ces dérives-là. Je vous donne un seul exemple qui, j'espère, est bavard pour ceux qui nous regardent. Il y a un service d'élite en France qui est à Nanterre, en banlieue parisienne, de lutte contre la corruption au sein de l'appareil policier. Ça s'appelle l'OCLIF. Il est né d'ailleurs de l'affaire Cahuzac. Bon. Pensez que dans cet office policier, il n'y a pas un policier à temps plein détaché sur une affaire. Donc c'est quoi les gens qui imaginent que sur les grandes affaires de corruption, il y aurait 20 policiers. Une brigade gigantesque. Il y aurait 20 policiers pendant 5 mois dans des locaux confidentiels à Paris sous l'autorité d'un magistrat, lui aussi détaché. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de moyens. Non, il n'y a tellement pas de moyens que de manière... C'est historique, ce qui s'est passé en mars est passé assez inaperçu. Tous les policiers de cette brigade ont écrit
au directeur de la police nationale pour dire « nous ne pouvons plus remplir notre mission ». Donc, tant qu'on ne prend pas conscience qu'il faut aussi... Alors, on va dire, oui, mais ça va coûter de l'argent. Ça va coûter de l'argent. Oui, mais vu ce qu'ils vont ramener dans les caisses de l'État, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement de donner des moyens. Sur le plan institutionnel, je pense qu'il manque quand même, c'est d'aller jusqu'au bout vers l'indépendance des procureurs. Absolument. Moi, j'y suis aujourd'hui très attaché. Nous sommes tous d'accord. Je pense qu'il faut que les procureurs deviennent totalement indépendants dans leur statut, le mode de nomination, mais ça suppose une réforme constitutionnelle. Est-ce que le président de la République aura les 3/5 des parlementaires pour faire cette réforme sur les lobbies à l'Assemblée. Il faut qu'on avance un peu. Nous accueillons la journaliste Flore Vasseur, qui a réalisé... Bonsoir, merci beaucoup.